Ah ouais, on se rend pas compte, mais il n'y a pas que la maroquinerie, dans Mais plein bien de sûr. produits, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, oh bah si c'est simple, on fait ça, ça, ça. Mais non, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étapes. Donc on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast Le Prêt-à-Français où on vous fait découvrir les créateurs de nos marques engagées. On est aujourd'hui au 9B rue Pémanie à Caen dans un appartement magnifique qui appartient à Laurence Dutilly. Vous pouvez retrouver ces appartements d'hôtes en location pour venir passer quelques jours sur Caen. Je vous invite vraiment à aller voir, c'est très sympa. Donc aujourd'hui nous rencontrons Olivier Mingui qui est venu nous rejoindre à Caen dans ce bel appartement. Bonjour Olivier. Bonjour Charlotte. Comment vas-tu ? Je vais bien, très bien, merci. Super. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps, s'il te plaît ? Donc, je m'appelle Olivier Mingui, je suis maroquinier, je suis fondateur de 5e génération et je fabrique de la petite maroquinerie pour hommes. D'où viens-tu ? Quelles sont tes origines ? Je viens de Conches, en Ouche, dans l'Eure. Couche-à-Nouche, la fameuse ville que tout le monde connaît. C'est ça. Super. Et donc, quel est le concept de ton entreprise, de ta marque, donc de 5e génération ? 5e génération, donc à la base, je façonne pour de grandes marques. Ok. Et puis j'ai eu l'idée de créer 5e génération, donc cette marque de maroquinerie, pour la commercialiser à l'effigie de 5e génération. Ok, très bien. Et pourquoi le nom 5e génération ? Et c'est tout parce que je suis la 5e génération de ma famille à être maroquinier. Ah oui, donc ça se transmet de père en fils. C'est ça. Oui. Super. Et c'était dans les mêmes locaux ? Alors avec mon papa, oui, c'était dans les mêmes locaux. Et puis après, non, ça a été, il y a eu pas mal de locaux avec mon grand-père et mon arrière-grand. Super, donc c'est vraiment toute ta famille qui t'a transmis aussi cet amour du travail, de oui. l'artisanat Oui. et qui t'a aussi formé à ce que tu fais aujourd'hui. Oui, voilà, ouais. J'ai travaillé dans différentes maroquineries autour Ok. pour me former aussi un petit peu autre part. Et puis j'ai fini à mon compte. Ok, génial. Et ton papa a toujours un petit œil sur ce que tu fais. Oui. Il est toujours là. Il vient vérifier. Il est toujours là, il habite à côté de l'atelier, donc il est toujours là. Génial, super. Pour parler un peu plus de toi et de ton histoire, qu'est-ce que tu faisais donc avant de te mettre à ton compte et avant de travailler pour différentes marques de maroquinerie ? Alors j'ai fait un CAP maroquinier. Ok. Et ensuite, c'était pas facile de travailler en famille. Donc j'ai voulu aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passait. Donc j'ai fait un CAP barman. J'ai eu un grave accident de moto, je me suis cassé les 2 jambes. Oh. Donc la position debout, c'était plus conseillé. Okay. Donc je suis retourné en maroquinerie. Et puis pendant un moment, la maroquinerie, c'était plus ça. Il y avait pas mal d'importations. Ouais. Donc on avait des petits soucis pour travailler, ce qui fait que j'ai été vendeur voiture, j'ai tenu une station de lavage, enfin j'ai fait pas mal de petits boulots. Okay. Et puis je suis revenu à la maroquinerie quand c'est reparti. On revient toujours aux sources. C'est vrai. Et donc oui, grave accident de moto, pas top. Non, pas top, je me suis cassé 2 fémurs, tibia péroné, enfin j'ai galéré un peu plus d'1 an et demi à me remettre debout. C'est pas facile de se remettre debout. Oui, c'était compliqué. Et donc tu sais aussi faire des trop bons cocktails. Oui, je savais. Ça, franchement, c'est un plus quand même, faut savoir. Hyper intéressant, on va t'inviter très souvent. C'est ça. Ensuite, comment t'as eu l'idée, donc j'imagine que c'est aussi par tes parents, etc., qui t'ont transmis cet amour du cuir, mais comment t'as eu l'idée vraiment de te dire, moi je me lance, je crée ma marque ? Eh bien, parce que j'ai toujours vu mon père façonner et mon grand-père façonner pour d'autres marques, de grandes marques. Et puis je trouvais ça dommage de ne pas avoir quelque chose à nous, de laisser quelque chose de nous. Et mon papa est très connu, parce que bon, c'est un monde assez fermé quand même dans les fabricants, surtout par ici. Et moi j'ai voulu créer justement une marque, parce que je trouvais ça dommage de ne pas avoir notre marque à nous. Ouais, et donc voilà, ma propre marque. Et puis je suis resté dans le domaine de l'homme parce que je trouve que ça me correspond mieux et je trouvais ça plus simple pour moi. Et puis je suis toujours fan de moto, de voitures et l'homme, quoi. Voilà, je trouvais que la maroquinerie pour homme c'était sympa. Mais c'est vrai que ça s'associe bien dans cet univers un peu aussi cuir, homme, moto, etc., voiture. Ouais. J'ai vu qu'il y avait aussi une belle mascotte qui portait des petits papillons. Il y a Nora. C'est ça, mon petit bulldog anglais, Nora. On a toujours une mascotte dans chaque entreprise. Donc aujourd'hui, tous les produits 5e génération sont référencés sur le site du Prêt-à-Français, donc on peut vraiment retrouver tous les types de produits. Donc tu proposes aussi bien des portefeuilles, porte-passeport, porte-carte,
j'en oublie, j'en passe, Oui. mais il y a vraiment plein de références. Donc tes références sur prêt-à-porter français, ça veut dire aussi donc, que tu corresponds et que tu remplis les critères de notre charte. Donc ça veut dire que tu fabriques tes produits en France, Oui. de façon écologique. Donc en France, dis-nous un petit peu plus sur justement l'atelier, où est-ce qu'il est situé précisément? L'atelier est situé au Fiedler, donc à côté de Conches. C'est l'ancien atelier de mon papa. Il m'a transmis ses machines. Super. Donc je pars de la peau que j'achète en Italie. C'est un cuir tannage végétal, un cuir de vachette tannage végétal. Et que je transforme de A à Z jusqu'à la fin. C'est-à-dire que je coupe, je prépare mes morceaux, je monte, je couds, je teinte. Voilà, de A à Z. Super. Et donc, cette teinture végétale, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi le procédé, comment ça fonctionne, pourquoi c'est considéré comme étant davantage écologique que le tannage au chrome? Alors le tannage végétal, donc c'est des foulons et on vient mettre justement des végétaux pour teinter le cuir dans la masse. Donc c'est un procédé qui est très long, ça peut durer de 4 à 6 mois. D'accord. Voilà, ouais, pour pouvoir tanner des peaux et les traverser, on appelle ça traverser. Alors que le tannage au chrome, c'est dans des bains et là, c'est des produits chimiques et du coup, c'est beaucoup moins éthique. Ouais. Et puis en plus, on a un cuir le tannage végétal, c'est un cuir qui se patine, qui prend des coups, qui se raye, qui revient, alors que le tannage au chrome, si vous avez un rouge, il restera rouge toute sa vie. Alors que le tannage végétal, quand il est rouge, il va se tanner, donc il va se patiner, il va devenir un peu bordeaux. C'est un cuir qui vit. C'est un cuir qui évolue aussi Voilà, en termes de couleur. C'est ça. Génial. Et moi j'ai entendu justement aussi que le tannage végétal, ce qui était vraiment hyper positif, c'est que le produit qui nous reste à la fin du tannage, c'est aussi biodégradable. Bien sûr. Et donc ça, il n'y a aucun souci. C'est des végétaux et de l'eau. Donc, c'est ça. Par rapport au tannage au chrome, là c'est vraiment plein de chrome. C'est Et ça. En plus en général c'est jeté dans les rivières ou autres et ça pollue carrément l'environnement. Et donc c'est toi qui fais cette étape de tannage ou non. Quand tu achètes en Italie et le tannage est végétal et voilà, déjà fait. Moi je suis maroquinier, il y a des tanneurs. C'est leur métier, moi je suis maroquinier. Chacun son métier. Ok, super. Et donc toi tu réceptionnes la peau. Voilà. Et pour tout ce qui est confection des modèles, ça sort de ta créativité? C'est ça, oui. Ton imagination. C'est ça, voilà. Il y a quelque chose qui me plaît et là récemment j'ai sorti donc une sacoche pétanque pour mettre les boules de pétanque. Et puis donc j'ai trouvé le produit sympa et j'en ai pas vu beaucoup en cuir, donc j'ai voulu donc j'ai créé mon modèle. Donc pour ça je fais des cartons, je fais un prototype. Une fois que mon prototype est ok, et bien après de ces cartons j'envoie sur Paris et j'ai un formeur donc qui vient me découper qui vient me faire mes formes pour pouvoir découper après à la presse mes morceaux. Ok. Voilà. Et il me semble aussi que dans cette aventure entrepreneuriale, il y a aussi ta conjointe, Delphine, qui travaille avec toi. Elle s'occupe elle s'occupe de quelle partie? Alors Delphine, elle est plus sur la communication. Ok. Voilà, elle gère toute la com et puis elle gère aussi la teinture et les brûlages de fil. Enfin, elle fait beaucoup de choses. Ouais. Alors, elle n'était pas du tout de la partie. Ok. Et en 3 ans, elle a appris et elle t'a rejoint dans l'aventure. Ouais, et puis c'est grâce à elle où j'en suis là. Bon, c'est chouette, ouais. C'est cool. En plus, travailler aussi avec sa conjointe, c'est oui, et puis on sympa. fait un bon binôme tous les deux, on est vraiment. Donc c'est top. Ça crie pas à la fin de la journée tout Non, ça va. Génial. Franchement, c'est top. Donc, lancement de 5e génération. Là, aujourd'hui, donc, les produits sont bien développés. Tu as développé toute ta collection. Quelles sont peut-être les contraintes que tu as pu rencontrer, toi, par rapport à aujourd'hui, ou le jour où tu t'es dit « je crée ma marque », quels obstacles tu as pu rencontrer, en fait, dans tout le développement? Alors, les obstacles, c'est surtout au niveau de la communication. Ok. Où là, c'est pas notre job du tout. Autant pour la fabrication, j'avais aucune crainte. J'avais le matériel, j'avais l'atelier, donc j'avais les idées. Mais c'est pour pouvoir promouvoir le produit. Et c'est là où vous êtes là. Voilà. C'est vrai qu'on rencontre beaucoup de créateurs qui nous disent « Moi, j'adore mon produit, je le fais parfaitement bien, je veux qu'il soit de la meilleure qualité possible, etc. » Et c'est vrai que c'est hyper important de vendre un produit qualitatif, mais faire un produit très qualitatif sans jamais en parler, en fait... C'est ça. Et dans le fin fond du Fiedler, on ne trouve pas, si on n'a pas de communication, on a pu avoir le plus beau produit du monde, s'il n'est pas mis en valeur... ça fonctionne pas. Voilà, exactement. Ouais, c'est sûr. Ouais, donc le plus gros point, c'était C'est ça, c'est la communication, de faire savoir qu'on est là et ce qu'on fabrique. C'est le plus dur et le plus coûteux. Ouais, c'est sûr. Et est-ce que t'as fait appel à des organismes peut-être quand t'as lancé ton entreprise? Non, du tout. J'avais ce qu'il fallait.
Donc à part la chambre des métiers qui est là quand on a besoin pour des petites formations au niveau informatique ou des choses comme ça, mais sinon j'ai pas eu besoin de formation autodidacte. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as aussi peut-être des personnes qui t'ont aidé, donc à part Delphine, ta compagne? Mon papa. Ton papa. Il m'a tout appris. C'est ça. Depuis que je suis tout petit, on est né dedans. J'ai 2 frères qui sont aussi maroquiniers. Génial. Ouais, parce que de toute façon, on finira tous maroquiniers, c'est ce que mon papa avait dit. Il avait raison. Et j'ai un frère qui travaille pour une boîte de luxe, un grand maroquinier de luxe, et mon petit frère aussi qui a son compte. Ok, génial. Ouais. Dans la région ou réparti? Aussi, ouais, mon frère est avec moi dans l'atelier. Super. Et mon grand frère était à côté de la branche. D'accord, donc quand même Normandie. On reste dans le bassin normand. Oui. Super. Où est-ce que toi tu en es aujourd'hui? Où est-ce que 5e génération en est? Où est-ce que toi aussi personnellement t'en es dans ta vie d'entrepreneur? On commence à vivre de 5e génération. Donc super. Je sous-traite toujours. Je fais pas mal de goodies aussi haut de gamme. Ça commence à bien se développer. Génial. Et 5e génération commence à être connue. Et donc on commence à vivre un petit peu de 5e génération, mais c'est le façonnage pour l'instant qui me fait vivre. Et on espère vivre encore de plus en plus de 5e génération. Et normalement, début d'année prochaine, nous déménageons à Romanche. Dans ce fameux nouvel atelier. C'est ça. Et là, on aura un atelier boutique. On pourra faire des formations, des mini-formations sur la maroquinerie, sur les bases de la maroquinerie. Ça pourrait être très sympa. Et puis avoir une vente directe avec une boutique. Ouais, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment que atelier, il n'y a pas de... C'est ça, voilà, on a juste un atelier. Et c'est pour quand cet atelier? Alors c'est pour, normalement, si tout va bien, février-mars. Donc au printemps on sera prêt. Super, voilà. Top, c'est un gros nouveau projet ça quand même. Oui. Quel conseil, toi, tu pourrais peut-être donner à des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? En maroquinerie? En maroquinerie peut-être, ou même... Dans le domaine des accessoires ou de la mode éthique fabriquée en France? Quel conseil leur donner? Je sais pas, c'est pas évident parce que moi j'ai la chance d'avoir tout ce matériel et cet atelier. Si j'avais pas eu ça, j'aurais pas pu le faire. Je me serais pas lancé, j'aurais pas pris le risque de le faire. Donc c'est pas évident. Peut-être mesurer les risques? Oui, c'est ça, mesurer les risques et puis surtout essayer déjà d'avoir... de se faire une clientèle, mais c'est pas évident quoi. Enfin c'est vraiment, c'est pas facile. Donc je sais déjà la réponse à cette question. Ma question c'est qui t'a inspiré, donc je sais que c'est ton papa. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie, peut-être dans sa façon de faire, dans le fait de le voir travailler, de vouloir faire pareil? J'ai pas trop eu le choix. D'accord. Ça part d'une contrainte en fait. Ça part d'une contrainte. Je bossais pas beaucoup à l'école, donc évidemment il fallait travailler. Donc ça part d'une contrainte. Et puis après, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, je suis parti sur autre chose. Ouais. Et puis je me suis rendu compte que c'était quand même un beau métier et qu'on sortait un produit à la fin de la journée, on sort quelque chose de nos mains. Et ça c'est super valorisant. Quand on part de la peau brute et puis qu'à la fin de la journée on a fait un porte-monnaie ou un portefeuille, et ben c'est quand même valorisant. Ouais, et puis je pense que ça doit être hyper satisfaisant aussi de voir les étapes. L'évolution. Delphine, qui n'était pas du tout dans la maroquinerie, elle est ingénieure en environnement, donc elle n'était pas du tout. Elle m'a dit, mais je ne pensais pas qu'il y avait autant d'étapes pour fabriquer un portefeuille ou un porte-monnaie. On ne se rend pas compte de toutes ces étapes qu'il y a à faire pour avoir un produit fini à la fin. Et donc si Delphine est un peu dans l'environnement, j'imagine qu'elle a mis son petit grain de sel pour le tannage végétal. Évidemment. Pour essayer de recycler au mieux, on essaye d'avoir le moins de chutes possible. Enfin, là on est en train d'essayer de chercher justement de valoriser nos chutes. Super. Et puis on ne s'est pas éparpillé sur 36 coloris, on a un stock assez mini, c'est l'avantage qu'on a, c'est qu'on est très réactif. Ouais. Donc on n'a pas beaucoup de stock, quand on a une commande, on peut fabriquer très rapidement. C'est l'avantage de faire soi-même. Est-ce que tu as des projets à venir pour 5e génération, à part bien sûr l'ouverture de la boutique? Alors oui, les projets c'est d'essayer de développer la collection. Donc j'aimerais faire une trousse de voyage pour hommes, j'aurais voulu faire un sac tonneau pour hommes, un sac de voyage. Super. Évoluer un petit peu sur, sortir un tout petit peu de la petite maro et essayer d'évoluer sur un petit peu plus le bagage. Le bagage. Voilà, mais c'est pas trop mon métier, donc faut que j'apprenne. J'ai des petites lacunes. Donc
Parce que la petite Maro, c'est vraiment de la petite Maro. Après, il y a des fabricants qui fabriquent que du sac. Il y a les selliers, il y a les maltiers. Et voilà, on est... Dans la maroquinerie, il y a plusieurs. Et moi, c'est vraiment la petite Maro. Mais j'aimerais développer autre chose. Ouais. Et puis une gamme de ceintures aussi, parce que c'est ce qui manque, on en demande. Et donc il y a petite maroquinerie et tout ce qui est maltier, c'est bagagerie, j'imagine. C'est ça, oui, voilà, D'accord. c'est ça. Donc ça va du sac. C'est ça, et puis c'est des machines différentes. D'accord, ouais, ok. Pour coudre un sac, souvent c'est des machines à pilier, enfin, machines à coudre à pilier, enfin, c'est un autre matériel. Alors, on fait aussi avec l'autre, mais il y a des choses qui sont bien spécifiques pour le sac. Et donc là, pas d'alternant en ce moment, pas de stagiaire pour Non, former. malheureusement non. Mais à terme, est-ce que tu aimerais bien recruter ou tu veux vraiment rester en petit comité, entre guillemets, si je peux dire, avec Delphine et toi? Non, je préfère rester en petit comité. Ouais. Ce que j'aimerais bien par contre, c'est faire des ateliers, faire découvrir, par exemple les samedis matins quand on aura la boutique à Romanche, essayer de prendre 3-4 personnes et puis de faire découvrir le métier sur 2-3 heures. Là, ça m'intéresse. Ouais, pour vraiment sensibiliser à toutes les étapes, j'imagine, Voilà. de confection. Et puis que les gens se confectionnent un petit porte-monnaie et puis qu'ils repartent avec le petit porte-monnaie. Génial comme concept. Ouais. Non, ça pourrait être vraiment bien. Oui. Si jamais je te demandais si tu veux te relancer dans l'aventure entrepreneuriale, est-ce que tu irais aujourd'hui avec tout ce que tu as vécu et le recul que tu as maintenant dessus? Oui. Ouais, Oui, tu irais. oui, oui. Super. Oui, j'irai parce que franchement, c'est une belle expérience et puis on a cette liberté. Enfin, franchement, c'est à vivre. Ouais, c'est vrai que c'est une expérience différente tous les jours aussi. On se Oui. lève, j'imagine que tu te lèves pour quelque chose qui est ta passion, toi, en C'est plus, ça, donc oui. c'est beaucoup Alors plus bon, c'est motivant. on ouais. dort pas tout le temps bien toutes les nuits, hein, Ça, mais voilà. Ce serait trop facile sinon. Exactement. Ouais, j'imagine que du coup tes années en tant que barman ou même dans l'automobile, c'était pas. C'est là que tu t'es rendu compte aussi que c'était pas ton truc. C'était sympa, mais voilà, c'était pas mon truc. Le fait par exemple, dans l'automobile, il y a des objectifs tous les jours. Enfin, tout ça, c'est. Et j'ai pas été élevé dans ce contexte. J'étais un fils d'artisan, donc c'est pas pareil. On travaille pour soi, donc la motive, elle est pas la même. Enfin, c'est beaucoup de paramètres qui font que. Ok. Super, mais écoute, en tout cas, je trouve que c'est hyper bien parce que ça se voit que tu t'es passionné aussi par ton métier, que tu as envie de bien faire et c'est hyper important parce que aujourd'hui, on a beaucoup de produits mais justement qui sont pas créés par passion et qui n'ont pas une vraie qualité derrière, mais qui sont créés pour être créés et pas forcément avec des belles matières, pas forcément avec une belle façon de faire, un artisanat de qualité derrière. Et c'est ce que tu mets en avant, donc je trouve ça Oui, et vraiment puis chouette. je trouve qu'il y a plus en plus de. Il y a eu le post après Covid justement à donner des envies aux gens de se lancer, et ça, je trouve ça génial. Ouais, de créer de leurs mains, c'est Voilà, vrai. c'est ça. Et je trouve qu'il y en a de plus en plus, enfin j'en vois de plus en plus et c'est bien. Et il y a moins de consommation et plus de belles choses. Ouais. C'est ce que je ressens. La consommation est plus raisonnée. Oui, elle est différente. Je trouve qu'on voit la vie autrement maintenant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, en général, de toute façon, on dit qu'il nous faut un gros changement pour se rendre compte de certaines choses et rebondir après et faire les choses différemment. Exactement. Moi, je trouve que c'est très bien. C'était un mal pour un bien. Oui, pour tout, pour le Made in France, Il y en a beaucoup qui se sont trouvés des vocations, c'est vrai, dans le fait de créer des choses de leurs mains. Ça leur a donné envie de faire de belles choses, oui, et puis de travailler pour soi, c'est bien. C'est vrai que c'est pas mal. Faut dort pas la nuit, comme tu dis, mais il faudrait que tout le monde travaille pour soi au moins une fois dans sa vie pour se rendre compte, pour l'après, enfin je trouve que c'est enrichissant. Oui, puis même je trouve quand tu passes de salarié à entrepreneur, en fait, tu te rends compte de tout l'envers du décor et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont salariées qui disent ah oui mais ça me plaît pas, ça c'est pas top. Quand tu vois le background et tu te dis mais non mais en fait c'est l'enfer, c'est hyper compliqué et du coup tout faire. C'est ça. Multicasquette. Toi ça y est, t'es multicasquette. Ça y est. Compta, la com, c'est Delph. Compta, oui, ça va, je la gère. Oui, ça va. Bien. C'est souvent la bête noire des entrepreneurs. Oui, non, ça va, elle est assez simplifiée. Je voulais te demander quelles sont les étapes précises de la création du portefeuille Gabin, justement. Pour le portefeuille Gabin, donc on part de notre pot. On a 1, 2, 3, 4. On doit avoir 5 ou 6 outils de mémoire. Donc on prépare notre pot sur notre presse. On a nos outils de découpe avec nos formes différentes. Donc, c'est-à-dire la poche intérieure, le corps à l'extérieur, à l'intérieur il y a encore une autre poche, donc, et puis une poche où on met le zip. Donc je découpe tous mes morceaux
Une fois que j'ai découpé tous mes morceaux, je désépaissis le cuir. Donc c'est une machine à refendre. On appelle ça une machine à refendre. C'est une grande lame qui est prise entre deux grandes roues en acier. Et on vient passer le cuir et on vient désépaissir le cuir à l'épaisseur que l'on veut. D'accord. Parce que si on a un cuir en tannage végétal qui fait 20 dixièmes, donc si on superposait les 5 couches, on se retrouverait avec, évidemment, voilà. Okay. Donc ça compris. Donc chaque morceau, il est désépaissi à une épaisseur bien spécifique. Et toi, tu décides. Voilà, comme moi je décide. Ensuite, on vient parer les bords, c'est-à-dire que là, on vient désépaissir, mais que le tour. C'est pareil, quand on va superposer nos poches, pour éviter d'avoir un bord très épais, on vient juste désépaissir le bord des pièces pour pouvoir les assembler ensuite et pour pouvoir ne pas avoir justement un trop gros porte-monnaie. Donc une fois qu'on a refendu, qu'on a paré, là on vient assembler. Donc on assemble la fermeture sur le gabin en tout premier. On a du filetage, donc là c'est un filet chaud et on vient brûler le bord du cuir tout autour pour lui donner une belle finition. Ouais. Une fois qu'on a fait toutes ces étapes, donc on assemble certains morceaux, on les coud, après on change, c'est un autre morceau qui vient à la place. Et une fois qu'on a tout fini, on a une teinture finale, donc qui est faite à la mousse. Donc on vient imbiber une mousse avec de la teinture. Et là c'est le boulot de Delphine qui est très patiente, qui vient teinter 3 couches tout autour du porte-monnaie. D'accord. Donc, à peu près, voilà les étapes à peu près pour fabriquer un diamant. Génial. Avec le marquage à chaud et voilà. Et ça prend combien de temps par exemple pour toutes ces étapes? Alors pour un porte-monnaie, si on ne le fait pas alors évidemment qu'on ne le fait pas par un parce qu'on gagne du temps en série, mais si on en faisait un seul, on mettrait à peu près 2 heures pour fabriquer. Ouais, mais c'est hyper intéressant et hyper important de le dire. Ça. Oui, franchement. Ouais, on se rend pas compte, mais il n'y a pas que la maroquinerie. Dans plein de produits, c'est vrai qu'on a tendance à se dire oh bah si c'est simple, on fait ça. Mais non, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étapes. Et puis 2 heures de ton temps, enfin. Oui. Heureusement que le porte-monnaie nous l'a vendu 5 euros. J'ai envie C'est ça. de dire, c'est pas possible. Déjà rien que de cuir, le tannage végétal, derrière, voilà, c'est un cuir qui est très cher. Donc du coup, évidemment que tout ça, plus ça, c'est ce qui fait que. Voilà. Ouais, c'est génial. Non, franchement, c'est hyper intéressant aussi de découvrir un peu toutes ces étapes. Mm-hmm. Et donc toi, t'as des modèles pré-découpés, enfin pré-créés, qui vont venir découper ta peau. C'est ça. C'est le carton que je te disais tout à l'heure. Donc une fois qu'on a fait notre prototype, on fabrique des cartons, donc des gabarits. Et ces gabarits, on les emmène chez quelqu'un qui fait les outils de découpe. Donc c'est une lame et lui il vient former l'outil autour du carton qu'on lui a donné. Donc si on a une forme en forme de cœur par exemple, quand on fait des porte-clés en forme de cœur, eh bien il fait un outil en forme de cœur et donc il y a une lame tranchante d'un côté. Donc on vient poser ça sur la peau et avec une presse hydraulique, on a 20 tonnes de pression qui viennent frapper et donc on découpe. Voilà. Génial. Et donc chaque morceau a son emporte-pièce. Donc pour un portefeuille, il y a des fois on a 10 outils. Ben oui. Voilà, parce qu'il y a des précoupes, des surcoupes. Parce que quand on a assemblé 3-4 morceaux ensemble, une fois qu'on les a refendus, le cuir il a tendance à se détendre un tout petit peu. Donc pour avoir une belle forme à la fin, quand on a superposé 2-3 morceaux, on vient surcouper le tout. Ce qui fait tous les morceaux sont à la même taille. Génial. Alors, je sais pas si c'est parlant comme ça, mais voilà. Non, mais si, mais c'est super intéressant. Oui, c'est très intéressant, c'est sympa. Donc ça va être bien ces ateliers-là que vous voulez mettre en place. Bah oui, je pense que... Alors on a déjà fait à Évreux, avec l'Office du tourisme, on avait déjà fait une présentation, on avait une 40aine de personnes. Et donc on montre toutes les étapes. Mais là on aimerait vraiment que les gens s'y mettent quoi. Ouais, qu'ils fassent de leur main. Voilà, qu'ils viennent essayer la machine à coudre, comment ça fonctionne, et qu'ils repartent avec leurs produits à eux. Je pense que ça fait vraiment sympa. Et petite question à part, du coup, Delphine, quand elle vient refaire la teinture derrière, du coup, elle reteint une deuxième fois le... Oui, alors on vient teinter une première fois. Alors, il y a des morceaux qui sont teintés avant, en amont. Oui, parce que quand tu reçois la peau, elle est déjà teintée. Alors, elle est teintée dans la masse, mais là, on teinte les tranches. C'est-à-dire qu'une fois que le produit est fini, on a la tranche du cuir, c'est-à-dire qu'un porte-monnaie, quand tu le regardes comme ça, il y a une tranche tout autour. Ouais. Et donc cette tranche-là, on vient la teinter tout autour une fois que le produit est fini. D'accord. Et donc ça, c'est une couche, il y a un temps de séchage, une deuxième couche, il y a un temps de séchage et une troisième couche, pour avoir un beau bombé, pour que ça soit très joli. Et donc ça, c'est vraiment que le contour. Voilà, pour ça, oui, c'est le contour. Génial. Voilà. Génial. Parce que tous mes modèles sont, on appelle ça en rogné, c'est-à-dire c'est des bords francs.
Donc ces bords, on les teinte pour qu'ils soient plus jolis. Concernant les chutes, parce que quand vous fabriquez, donc, par exemple, le porte-monnaie Gabin, même tous les autres produits, il y a des chutes de cuir. Oui. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui de ces chutes? Est-ce qu'elles sont revalorisées ou autre? Alors on essaye d'en avoir un minimum, Bah oui. parce que la chute elle coûte très cher. Et du coup, dans un porte-monnaie Gabin, on a des chutes. Du coup, on les récupère pour faire un petit porte-clés. Du porte-clés, si on a encore des chutes, on essaye de faire des tire-zips par exemple. Génial, Donc, voilà, oui, oui, tout petit, exactement. bien sûr. Donc on essaye de minimiser les chutes et on est à la recherche justement de recycler nos chutes. Et donc pour l'instant on cherche. Ouais, et bien justement, en parlant de ça, ça me fait penser, moi je connais pas mal de marques de bijoux. On travaille avec une marque notamment sur le site, où on peut retrouver toutes les boucles d'oreilles justement en cuir, et elle récupère des chutes de cuir qu'elle recycle et elle crée des boucles d'oreilles. Voilà, ça pourrait être... Carrément. Oui. Et bien de toute façon, je pense que en plus elle doit rechercher, je pense, des nouveaux fournisseurs ou autres pour changer aussi un peu de couleur et tout ça. Donc écoute, je te mettrai en contact avec elle. Pas de souci. Je te mettrai en contact parce que je pense qu'elle elle peut être super contente de récupérer les chutes. Oui, il vaut mieux les valoriser. Bien sûr. Alors j'en ai pas beaucoup, mais ça fait quand même, à la fin de la semaine, ça commence à... Ouais. Ça fait à peu près quel volume? Ça fait à peu près, je sais pas, je dirais l'équivalent d'une poubelle de 100 litres à peu près. Ah oui, quand même. Ouais, donc autant qu'elle serve à quelque chose. Bien sûr. Honnêtement, autant que ce soit revalorisé et que ça apparaisse dans un nouveau produit. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est un bon système, ces boucles d'oreilles, j'avais vu ça, mais il faut être en contact avec elle. Souvent, on les donne aux écoles aussi, dans les maternelles, parce que voilà, ça leur permet de faire des petits... Ah ouais, sympa. Voilà, les enfants au moins ils touchent un peu la matière, c'est sympa. Et comme c'est un tannage végétal, voilà, au moins il n'y a pas de danger avec le toucher ou le mettre à la bouche. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas de chrome, donc c'est beaucoup plus naturel. Et t'as des enfants, toi? Oui, j'en ai 3. T'as 3 enfants? J'ai 3 enfants, ouais. J'en ai un grand de 19 ans qui est à la fac à Rouen, une fille de 17 ans bientôt, qui passe le bac de français, et puis un petit bonhomme de 6 ans. Ah, trop bien. Voilà. Et donc, qui sera le ou la future maroquinière? Alors là, c'est pas gagné, parce que... Non. Le grand est parti dans le trading, donc on n'est pas du tout... Inès se cherche encore, et puis le petit, peut-être que ce sera la 6e génération, je sais pas. Pourquoi pas. Voilà. Renouveau de la marque, 6e génération dans pas mal d'années. Ouais. Non, ça pourrait être sympa. Mais pourtant, tu as des enfants, donc tu dois être assez pédagogue. Mais peut-être que tu te dis, les enfants, ça me suffit. J'ai pas peut-être envie de former d'autres personnes. Ouais, si j'avais le temps, je pense que ça me plairait parce que t'aimes bien transmettre. oui, je communique bien quand même, mais voilà, faut du temps. Pour faire les choses bien, faut du temps. Si c'est pour avoir quelqu'un et puis lui faire brûler des fils toute la journée, pas d'intérêt pour moi et surtout pas d'intérêt pour celui qui apprend parce que le but c'est d'apprendre tout. Nous, l'entretien des machines, on le fait nous-mêmes. Parce que voilà, j'ai appris avec mon papa, donc on sait recaler une machine à coudre, on change nos lames de machine à refondre. On est vraiment autonome sur tout, quoi. C'est ce qui est intéressant. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant, mais franchement, je pense que tu as beaucoup de chance que justement que ça se soit transmis de génération en génération comme ça et que ton papa t'ait formé. Parce que... Oui, c'est une chance, c'est sûr. Sinon, je pense que j'en serais pas là et j'aurais peut-être pas, je me serais peut-être pas mis à mon compte justement sans tout ça parce que j'ai eu cette chance. Comme quoi aussi, se servir aussi des choses qu'on a en interne dans notre vie, dans notre famille aujourd'hui, ça nous aide aussi à nous développer. Et comme tu dis, sans ça, tu t'en ferais pas. Ah non, je pense que j'aurais pas pris le risque. Voilà. Ouais. Tu continuerais peut-être à travailler pour d'autres toujours dans la maroquinerie et pas pour ta propre marque. Voilà, c'est ça. Oui. Puis en plus, j'imagine que ce genre de machine que ton papa t'a légué, ça va avoir super cher, non? Oui, ça vaut cher. La plupart, elles sont toutes parties à l'étranger, d'occasion. Donc, pour acheter du neuf, c'est un prix monstre. Et j'ai la presse de mon papa. Il l'a eu à ses 20 ans, il en a 72. Donc, voilà, en plus, il y a quelque chose. Ouais, il y a une histoire derrière. Voilà, il y a une histoire. Moi, j'ai joué dessus. Et lui, il coupait. J'étais sur la presse. Il y a pas mal de choses qui sont... Et puis la maroquinerie, il y a des machines, mais il y a pas mal de petites astuces, de trucs qu'on fabrique nous-mêmes. Donc tout ça, c'est l'avantage d'avoir récupéré tout ça. Et est-ce qu'il y a des machines qui appartiennent à ton papa, mais qui appartenaient déjà à, par exemple, ton grand-père? Non, c'est surtout du petit matériel manuel, mais pas de grosses machines. Déjà du petit matériel manuel, quand tu te dis ça, c'est... Voilà, il y a 3 générations qui l'utilisent, c'est génial. Des poinçons, oui.
Non mais c'est hyper intéressant et je vois on a plusieurs marques du coup de maroquinerie sur le site et franchement chaque marque a vraiment son truc et son histoire et je trouve que c'est hyper complémentaire. Toi c'est plutôt petite maroquinerie pour hommes en tannage végétal. On a une autre marque Couperie où elle c'est vraiment du cuir, de la maroquinerie vegan parce qu'elle récupère des feuilles, des fibres, des feuilles d'ananas et qui deviennent une matière et qui du coup créent des produits. Moi c'est mon frangin là qui travaille du cuir. Du cuir de raisin, mais c'est une toile, en réalité c'est une toile synthétique. Et il se galère le pauvre. Il y a un mec qui a créé sa marque comme ça avec du raisin roman. Là ils sont à Lyon, c'est 2 filles qui ont créé ça. C'est une horreur parce que nous on a l'habitude de travailler le cuir et le cuir ça se travaille assez facilement parce que justement ça se désépaissit et tout. Alors que cette toile là c'est une horreur, mais c'est une horreur. Ça fait 1 mois qu'il est sur une série de portefeuilles et on m'avait proposé, on m'a appelé moi et puis moi je dis non donc j'ai filmé à mon frangin mais ah oui avec le mot cuir d'ananas et le cuir de raisin j'ai un peu de mal mais après je trouve que c'est bien, il faut aussi des alternatives, il faut des alternatives véganes, il faut ne pas aussi toujours utiliser du cuir d'animal, je trouve que c'est une belle solution. Il y a le poisson, il y a pas mal de choses c'est vrai, il y a le poisson aussi. Et du coup tu disais tout à l'heure on te demande des ceintures, mais est-ce que tu as d'autres demandes peut-être précises de certains clients ou de certains pros ou particuliers sur des grosses commandes, des produits spécifiques? Oui, sur les goodies, j'ai beaucoup de demandes bien spécifiques et là, je travaille vraiment. Et là, justement, on peut travailler puisqu'on a des quantités, donc ça permet on peut prendre le temps de faire un modèle, de faire pour la la quantité. Exactement, c'est la quantité qui fait que... Tu fais quoi comme goodies par exemple? Je fais beaucoup de porte-clés, des tickets de bagages, par passeport. Et puis après, c'est sur demande, ça peut être des vides-poches, des choses comme ça. C'est vrai qu'ils sont référencés sur le site, les vides-poches, les porte-passeports. Voilà. C'est vraiment hyper pratique les porte-passeports. Ouais. Pour les gens qui partent avec en voyage. Les tickets de bagages, c'est vraiment le combo sympa. Quoi. Et qu'est-ce qui fonctionne le plus dans les produits? Le plus, c'est le gabin. Le gabin, c'est vraiment le porte-monnaie idéal. Pour finir un petit peu cette interview, nous, chez le Prêt-à-Français, on a l'habitude vraiment de travailler en musique pour nous donner une bonne vibes le matin, pour se lancer sur des nouveaux projets et entreprendre. Toi, est-ce que tu as une musique en particulier que tu écoutes quand tu te mets à ton atelier et que tu produis? Alors moi, c'est U2. Je suis un fan de U2. Génial. Donc, c'est on adore. U2. Donc c'est évidemment pas tout le temps, mais la plupart du temps, du coup, c'est RTL2 parce que c'est assez pop rock et c'est mon fond de radio. Génial. Et c'est ce qui te motive pour... Ça et le café. Et le café. 10 cafés et c'est bon, c'est on est parti. Ça. Génial. Mais écoute Olivier, merci beaucoup pour cet échange. J'en ai beaucoup appris et je pense que tout le monde va être ravi aussi d'en savoir un peu plus sur vraiment tout ton univers, tout l'univers de 5e génération. Donc je rappelle qu'on peut retrouver tous les produits sur le site donc, du Prêt-à-Français, qui sont tous référencés. Et en plus, donc c'est vraiment du local à 100% puisqu'on est made in Normandie. Voilà. Merci à toi en tout cas pour cet échange. Merci à toi Charlotte.